Bonjour tout le monde. C'est ça, je vais parler de mon parcours d'entrepreneur. Généralement, je parle de Triotech. Je suis un vendu à ma compagnie Triotech, mais c'est le Startup Fest, fait que j'essaie peut-être d'encourager certaines personnes qui partent des entreprises. On a tous commencé de façon différente. Moi, j'avais jamais l'intention d'être entrepreneur, mais je veux parler de mon parcours, fait que peut-être si ça peut inspirer des gens. Puis à la fin, si vous avez des questions, moi je vais être ici, venez me voir, puis on peut en discuter. Donc, c'est ça, je suis Ernest Hill, je suis président fondateur de Triotech. Puis, Triotech, c'est une compagnie qui n'est pas connue encore à Montréal, mais je pense qu'on va l'être dans les prochaines années, puis on va avoir des choses à annoncer, mais je ne peux pas encore l'annoncer. Mais il y a 22 millions de personnes qui font des attractions de Triotech dans le monde. C'est plus de gens qui font des attractions de Triotech que des gens qui voient les shows du Cirque du Soleil. Si vous pensez aux parcs d'attractions comme Legoland ou Universal Studios à Hollywood, on a des attractions Kung Fu Panda. Si vous êtes à Las Vegas, on est sur le strip, sur Downtown avec Fear the Walking Dead, la série télévisée, on a des attractions. On est dans les parcs Cedar Fair à Toronto, Canada Wonderland, 3,5 millions de visiteurs. C'est juste qu'on n'a pas mis beaucoup de l'avant notre nom, mais ça va changer, je pense, dans l'avenir. On a plus de 320 attractions, puis on a 110 millions de personnes partout. On est très bien représentés en passant sur tous les continents. On est en Asie, on est des pays arabes, on est en Afrique, on est en Amérique du Sud, on est en Europe, on est partout. Donc, je vais parler un peu de la compagnie. Ça, c'est une photo qu'on a prise lors de notre événement qu'on fait au Camp Papillon pour les enfants handicapés. On rénove le camp chaque année. Puis on a à peu près 200. Maintenant, on a plus que 200 employés. Puis c'est une équipe qui est pluridisciplinaire. Notre produit, ça comporte du hardware, puis ça comporte du software, puis ça comporte du contenu. Fait qu'on fait un peu ce que, mettons, Ubisoft fait, mais pour des parcs d'attractions. Fait qu'on a amené la technologie des jeux vidéo pour les parcs d'attractions. Quelque chose qui est assez unique. Si des gens me demandent, une des secrets de la compagnie Triotech, c'est qu'on n'a pas beaucoup de concurrents. Les gens me demandent, c'est qui vos concurrents? Au Canada, on n'a pas de concurrents. Même aux États-Unis, on n'a pas beaucoup de concurrents. On est assez unique. Quand tu n'as pas de concurrents, c'est plus facile de distinguer dans le domaine. On a un domaine qui est assez particulier, mais on n'a pas vraiment de concurrents, pas beaucoup de concurrents dans le domaine. On a beaucoup de partenaires, de clients. On travaille avec des studios de cinéma comme AMC, Walking Dead. On a fait une attraction Ghostbusters avec Sony Pictures. Warner Brothers, des studios comme ça. Puis on a beaucoup de clients dans les parcs d'attractions comme les Legoland. On a fait Ninjago, si vous connaissez les Lego Ninja. La nouvelle attraction, si vous allez en Floride, puis en Californie, puis au Danemark, dans tous les parcs Legoland, c'est une attraction qui est faite à Montréal. Personne ne sait ça, mais qui est développée par Triotech. Aussi, on est à Canada Wonderland à Toronto. La plus grosse attraction interactive, c'est une attraction qui est faite par Triotech. Je regarde là, mais il y a un écran là, c'est parfait. Ça va être plus facile. Fait que dans quel segment, c'est important quand on part une compagnie, d'identifier dans quel segment on va œuvrer. Donc, on est dans les parcs d'amusement, on est dans les centres d'amusement à plus petite échelle, puis on est dans des attractions touristiques. Entre autres, à San Francisco, on est sur le Pier 39. Pier 39, c'est un peu comme le Vieux-Port ici, à part qu'il y a peut-être 10 fois plus de monde. Là. Il y a 11 millions de personnes par année qui visitent le Pier 39. Puis ça va toucher un point important de notre business. Pourquoi on est dans des endroits comme San Francisco, puis on n'est pas nécessairement au Vieux-Port ici? C'est parce que c'est des endroits qui sont 12 mois par année. Puis pour que la business fonctionne, ça prend un retour sur investissement. Puis quand tu peux vendre des billets de 12 mois par année, mais ça fonctionne beaucoup plus facilement. Fait que Triotech, c'est quoi? Je ne veux pas trop faire la promotion de Triotech, mais quand on parle de mon parcours d'entrepreneur, je veux montrer un peu les attractions qu'on a développées. Vous allez voir, il y a des attractions de type Dark Ride. Donc, vous êtes dans des véhicules, puis vous avez un fusil, vous avez un écran devant vous, puis vous êtes dans un jeu vidéo, mais à grandeur réelle. Donc, je vais partir la vidéo. C'est une petite vidéo de 2 minutes qui explique un peu c'est quoi. Ça, c'est le Ghostbuster en Allemagne, où on chasse les fantômes dans un véhicule. Ninjago, qui est dans 6 pays. C'est une nouvelle attraction à San Francisco qui ouvre cet automne. Walking Dead à Las Vegas. Canada Wonderland à Toronto, c'est un roller coaster. Puis
devient un dark ride, qui se termine par une surprise. C'est une drop de 5 étages. Tout le train drop de 5 étages. Ça crie là-dedans. Iron Reef à Los Angeles, une ride interactive. Complètement développée par nous. Là. Bon, mais ça, c'est Triotech. Puis en anglais, on a un nouveau tagline, on s'appelle les Creators of Fun. Donc, les créateurs de fun. Pourquoi qu'on est des créateurs de fun? C'est qu'on œuvre dans une business qui évolue constamment. Maintenant, il y a du VR, il y a toutes sortes de technologies, mais on s'est donné la mission, on ne sait pas ce qui va être là dans 5 ans, mais on sait qu'on va développer des attractions qui sont le fun pour faire en groupe. Donc, on ne veut pas attacher la compagnie à un thème, mais on veut attacher la compagnie à l'idée de créer des attractions qui sont le fun à faire en groupe quand on sort de la maison. Donc, nos attractions sont multisensorielles. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a du mouvement. Si on regarde le véhicule bouge 360 degrés, il oscille de gauche à droite, il y a des effets de fumée, il y a des effets de vent, il y a des grands écrans, puis c'est en 3D, donc on porte des lunettes. Puis c'est des attractions qu'on appelle en anglais media based, donc des attractions de type média. Ça, c'est le futur des attractions, c'est que le contenu change. Autant que si vous allez à Disney, vous allez faire une attraction qui va être là pendant 10 ans ou 15 ans, nous, nos attractions évoluent, puis ils peuvent changer durant l'Halloween ou ils peuvent changer durant les années s'il y a des nouveautés qui arrivent. Donc, on vend l'écran, on vend les systèmes de projection, les systèmes informatiques, mais on change le contenu. C'est un peu comme si on aurait fait le PlayStation ou le Xbox des parcs d'attractions, puis nous, Triotech, on vend le PlayStation, mais après ça, on peut aller changer le contenu. Ce qui, historiquement, n'est pas vrai. Si on regarde, mettons, la ronde, les attractions sont assez statiques. Une fois qu'ils mettent une montagne russe, la montagne russe reste pendant 10 ans. Mais là, ça va évoluer avec ce type d'attraction-là. Donc, c'est des attractions qui ne peuvent être reproduites à la maison. Moi, je ne peux pas compétitionner contre un jeu d'Ubisoft qui a coûté 100 millions de dollars que tu peux regarder sur un écran de 70 pouces à la maison. Nos budgets sont même plus petits que ça. Mais tu ne peux pas dropper de 5 étages dans ton salon quand tu rentres dans un véhicule. Tu ne peux pas être sur un roller coaster, te faire arroser, avoir des effets de boucan ou bouger. Donc, nous, ce qu'on mise, c'est que les gens vont toujours vouloir sortir de la maison, toujours aller en groupe faire des activités, puis on va leur donner des attractions qui sont plus grandes que nature, puis ils vont être capables de vivre ça en personne, en groupe. Nos attractions sont immersives. Ça, c'est le couloir dans Walking Dead. Tu rentres là-dedans, puis là, tu vas être décontaminé. Là tu es dans le monde de Walking Dead. Là, ils disent que tu as été infecté du virus, là, puis il y a un soldat qui te pousse. Là. Go inside. Là, tu avances, la lumière est ferme, puis là, il y a de la boucane qui te désinfecte, tu es dans le noir, puis tu entends des zombies crier sur les murs. Là. Fait que tu n'auras pas ça avec ton PlayStation, avec ton écran dans ton salon. Là. Fait que tu es vraiment immersif assez qu'il y a des gens qui ont tellement peur qu'ils lèvent la main, puis on est obligé d'évacuer les gens. Il y a des gens qui se roulent en boule à terre, ils pensent qu'ils vont mourir. Là. Fait que c'est vraiment malade comme attraction. Fait que si vous êtes à Las Vegas, je vous invite à l'essayer. On est une compagnie, comme beaucoup de compagnies à Montréal, qui est très créative. Donc, on est dans la business de l'intelligence, de la création. Donc, on crée des attractions, on invente des mondes, on invente des situations où les gens peuvent vivre. Nos attractions sont très inattendues. Le secret dans un roller coaster, c'est que là, tu montes, puis là, tu as une méchante drop, puis là, tout le monde crie. Mais nous, notre secret, c'est tu es dans le couloir avec Walking Dead, puis il y a un zombie qui pop à gauche ou à droite. Les gens, souvent, même, ils vont s'imaginer des choses qui ne vont pas arriver, mais c'est la peur, c'est le fait de dire « Wow, je ne sais pas ce qui va m'arriver. What's happening next ?» qui fait que les gens, l'adrénaline monte, le cœur se met à battre. Fait que c'est des sensations que tu ne peux pas avoir dans un jeu vidéo. Puis nos attractions sont le fun. Donc, dans tout ce qu'on fait, on ne fait pas de compromis sur le fun. Quand on livre quelque chose qui n'est pas le fun, bien, on retravaille l'attraction. Ça, ce que vous voyez, c'est Ninjago. C'est l'attraction de Legoland qu'on peut vivre en famille. 4 personnes assises ensemble dans un véhicule qui interagissent avec une technologie de capture du mouvement qui s'appelle Leap Motion, qui est connue, mais qui n'avait jamais été utilisée. On est la première compagnie qui l'a mis dans un véhicule qui bouge dans un parc d'attractions. Des attractions qui vous secouent, donc le mouvement, le vent, l'écran géant. Ça, c'est l'attraction qu'on va lancer à San Francisco qui s'appelle The Flyer, où on a filmé avec des hélicoptères, avec des caméras 3D, puis vous allez vivre une aventure qui se passe par-dessus la ville de San Francisco. Donc, vous allez être capable de voler par-dessus le Golden Gate, Alcatraz. Je ne dirais pas tout le punch, mais vous allez pouvoir être un touriste au-dessus de la ville de San Francisco virtuellement. Des expériences de groupe. On voit une attraction qui s'appelle Cholet à Bollywood. Tu sais, c'est quand même... moi, je trouve ça malade, là. L'industrie Bollywood, qui est quasiment aussi grand que l'industrie d'Hollywood, ils ont fait un parc d'attractions à Dubaï. Ça s'appelle The Bollywood Park. Puis ils sont venus chercher une compagnie québécoise pour faire une attraction sur un film culte de Bollywood des années 70 que tout le monde connaît en Inde. Je les ai testés. Fait qu'il a fallu qu'on apprenne le film indien.
C'est un genre d'Elvis Gratton indien là, qui a été fait en 1975. Puis on a fait une aventure qui se passe là, dans le Far West. Là. C'est vraiment fou. Là. On a fait la même chose en Corée, où on a fait une attraction sur l'histoire de la Corée. Là, nous autres, on s'entend, on vient de Montréal. Il a fallu qu'on apprenne c'est quoi l'histoire de la Corée, puis qu'on engage des Coréens. Donc, ça nous amène partout dans le monde, à toutes sortes d'endroits, puis à nous faire vivre des cultures. Mais souvent, ils vont engager notre compagnie parce qu'on est Québécois, on est Canadiens. Donc, moi, je considère qu'on est ouvert sur le monde, la culture montréalaise, la culture québécoise. Puis ça s'adapte très bien à ce genre d'attraction. Nos attractions se renouvellent. Ça, c'est un point qui est très important. C'est une des raisons qu'on a eu beaucoup de succès. Si vous regardez les deux carrés, c'est la même attraction à Canada Wonderland. La majorité de l'année, ça s'appelle Guardian. Mais à l'Halloween, on la change puis on fait une attraction de zombies. Mais la différence, c'est qu'au lieu d'investir 5 millions de dollars pour changer les décors, on change le software dans les écrans de projection. Donc ça a un avantage pour le parc. Ils vont payer, je vais dire un chiffre, ils vont payer 2 millions de dollars au lieu de payer 20 millions. Ils vont avoir une nouvelle attraction qu'ils vont marketer à l'Halloween. Les gens vont revenir puis vont pouvoir vivre une nouvelle expérience. À cause de cette idée-là, on a été les premiers à faire ça. On a gagné un Impact Award en 2014, qui est l'attraction qui va avoir le plus d'impact sur le futur des parcs d'attractions. Bon, là, je parle de moi. Ça, c'est moi, Ernest Hill. Je suis né en 1971. J'ai 46 ans, donc je ne suis pas un jeune entrepreneur, mais je suis encore jeune. J'ai encore la fougue de l'entrepreneuriat. J'ai fait 3 compagnies. Fait que je vais parler des compagnies. D'abord, je vais parler d'où je viens. Moi, je suis un immigrant. Si Trump serait au pouvoir aujourd'hui, je ne serais peut-être pas ici. Mais bon, à l'époque, l'immigration était très ouverte. Fait que je suis né en Pologne. Mon père est sud-américain, qui est dans la salle d'ailleurs. Salut, papa, Ernesto. Puis mon père a rencontré ma mère. Il est venu étudier en Pologne. Donc, on a un background assez international. Puis on a déménagé au Canada en 1976. Puis mon père est psychologue de formation. Donc, quand tu es un immigrant dans ce domaine-là, il t'envoie dans les régions parce qu'il y a des pénuries dans les régions. Donc, moi, je me suis retrouvé, je ne parlais pas français. J'avais 5 ans ou 6 ans à Sainte-Anne-des-Monts. C'est juste des Québécois francophones. Personne ne parle même anglais. Moi, je parlais polonais. Puis bon, il a fallu que je sois rapidement immersé à ce monde. Le monde. C'est pour ça que maintenant, je parle assez bien québécois parce que, bon, j'ai été immersé à ce monde-là. Ça, c'est moi, puis mon frère, puis mon père, quand j'étais jeune. Ma mère, on a beaucoup voyagé. Ça, c'est quelque chose d'important. Je pense aujourd'hui, les jeunes voyagent beaucoup, mais de voyager, de s'ouvrir sur les cultures, de comprendre les autres, puis ça nous permet de mieux comprendre le monde. Ma premier job, quand j'étais étudiant, j'ai ramassé des fraises. Aujourd'hui, le taux de chômage est tellement bas, les jeunes ont le choix. Ils viennent nous voir, puis ils nous passent la compagnie en entrevue quasiment. Mais dans le temps, là, on ramassait des fraises, là, puis c'était le nombre de casseaux, puis on avait 2 $ de casseau de fraises. Fait que, il a fallu travailler fort pour gagner, mais j'ai appris qu'il fallait travailler dur. Là. Ça, c'est bon, je montre des gens qui ramassent des fraises. Après ça, c'est ça, jeunes adolescents, ma passion. Moi, je suis un passionné des ordinateurs et de l'informatique. Aujourd'hui, les jeunes naissent avec ça. Mais moi, j'ai découvert l'informatique par les annonces à la télé sur les jeux vidéo qui commençaient. Puis moi, j'en avais pas à la maison. Je vous donne un exemple d'annonce vidéo, de jeux vidéo. C'est des Atari, je crois. C'est vraiment des beaux graphiques, Pac-Man. With a style of entertainment that Pac-Man never knew, an endless supply of floating goodies, oranges, pretzels, 4 different screens, each with different exits and entrances, and the green. Bon, vous connaissez le genre, mais moi, je suis jeune, je vois ça à la télé, je suis comme aïe, aïe, c'est malade, je veux jouer à ça. Puis là, j'avais pas d'ordinateur à la maison, j'avais pas de console de jeu. Puis à l'arcade, j'avais pas d'argent pour jouer à l'arcade. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je rêvais de jouer à ça. Fait que, bon, je parlais du fait d'être passionné. Fait que ce qui est arrivé en voyant ces consoles de jeu, je vais arriver à la slide. Ça, c'est l'Atari, la fameuse console qu'il y avait à la maison. En 84, les ordinateurs sont arrivés dans les écoles. Mais aujourd'hui, on apprend l'ordinateur quand les jeunes ont des couches. Mais à l'époque, les ordinateurs arrivaient puis ils ont donné aux professeurs de français le task de nous montrer l'informatique. Fait que moi, j'écoutais des émissions à la télé qui parlaient d'informatique. Ça, c'en est un. Ça s'appelait Octopus. C'est comme ça qu'on apprenait l'informatique avec des émissions à la télé. Là, c'est qu'on découvrait ça de même, là, parce qu'on n'en avait pas d'ordinateur. Là, ça coûtait 2000 $. L'animatrice, c'était, j'ai oublié son nom, mais elle fait la voix de Belle Canada aujourd'hui. Là, il nous montrait c'est quoi l'informatique. Moi, j'ai été fasciné par ça. Tu sais, on a chacun notre affaire. Moi, c'était ça. J'ai vraiment capoté sur ça. Là.
C'est une émission que j'ai trouvée sur YouTube, là. La communication entre ordinateurs. Avant l'Internet, ça. C'est loin, là. Bonjour. C'est très dictatif. Bonjour. Bon, il nous expliquait c'est quoi un ordinateur. Fait que moi, j'étais étudiant à les Polyvalents de Jeanne-Mance. J'étais dans c'est une école quand même publique, là. C'est pas une école la plus riche à Montréal, dans un quartier où il y avait beaucoup d'immigrants. Puis on a reçu des ordinateurs. Puis c'est comme ça que ma passion est arrivée. J'avais 12 ans, puis j'ai décidé de programmer mes propres jeux. Mais les professeurs n'avaient aucune idée comment développer, comment tu programmes des jeux. Il n'y avait pas de code d'algorithme. Fait que nous, on prenait le livre du logiciel du Commodore PET, qui était l'ordinateur, puis on apprenait le langage basique. Puis moi, j'ai comme figuré comment faire l'algorithme là, j'ai fait un Pac-Man, mais il y avait juste un fantôme parce que, bon, j'ai pas figuré comment en faire 4. J'ai fait un jeu de Space Invaders, puis j'ai fait un jeu de Jungle Hut en mode texte. C'était pourri comme graphique, là. Mais depuis ce temps-là, ça n'a jamais changé. Moi, mon fun, c'était pas de jouer, c'était de faire le jeu, puis on avait comme 10 ordinateurs, puis les autres kids, ils jouaient, puis là, ils disaient « Ernest, tu peux-tu ajouter des fantômes dans ton maudit Pac-Man? Il est poche, là. » Fait que là, moi, j'ajoutais des fantômes, j'ajoutais des choses. Mais juste pour montrer que depuis l'époque, ce que je faisais, c'est développer quelque chose, regarder la réaction des gens, l'adapter en temps réel, puis aujourd'hui, jusqu'à faire des rides dans des parcs d'attractions où des millions de personnes les font par année, mais il y a un step, là. Mais je veux dire, la base est là. Après ça, j'ai étudié à l'École polytechnique en 89. C'était ma première année. Puis j'ai parti ma première compagnie. Moi, j'ai toujours voulu... j'ai jamais pensé être entrepreneur, mais j'ai vu que les gens achetaient des ordinateurs, fait que j'ai vu l'opportunité. Ça s'appelait Microchoix. Pour 2000 $, on avait un 386 25 MHz avec une garantie d'1 an. Merci. Puis c'est ce que je vendais. Puis on n'avait pas le droit à la Polytechnique de faire des annonces. Fait que nous, ce qu'on faisait, moi puis mon associé, on allait le soir, là, je peux le dire, là, ils vont peut-être me mettre à pied, là, mais dehors de la Polytechnique, mais bon, je mettais dans les casiers de tous les étudiants des annonces de ma compagnie. Puis j'avais pas d'argent à me payer les amis pour faire ça, fait que je les payais en pizza. Fait que je dis, je vais payer la pizza à tout le monde, là. On allait le soir à 11h, puis on mettait dans les casiers. Le matin, le monde arrivait. Puis là, ils m'appelaient pour m'acheter des ordinateurs. Puis j'achetais ça chez des fournisseurs, puis je les revendais. Ça, c'était ma première compagnie. Puis je me rappelle, au début, vous voyez le hard disk à gauche, ça, c'est un hard disk 40 MB. Aujourd'hui, tu peux en fitter 1000 sur ton iPhone. Mais le monde m'appelait, puis je me rappelle avoir vendu un hard disk comme ça, puis je l'ai livré en bicycle, parce que j'avais pas d'auto. Puis moi, je restais à Montréal, puis je l'ai livré sur la Rive-Sud, puis j'ai fait un profit de 40 $ sur le hard disk. Mais je voulais, là, ça. J'ai tracé le parcours un matin pour voir, là. 18 km en bicycle pour livrer un hard disk. Fait que moi, je voulais en tabarouette, là. Ça, c'est le bas de l'annonce. Éventuellement, j'ai acheté un camion pour livrer. Mais là, les gens, ils voulaient venir voir dans mon magasin. Fait que moi, je répondais « Bonjour, Microchoix », puis là, un instant, je vous transfère. Là, je transférais. Là, je changeais ma voix. Là, je disais « Ah, mais nous, on a un service, on va dans les maisons pour installer votre ordinateur. » Parce que je ne peux pas leur dire « J'ai pas de magasin » parce qu'ils ne m'en auraient pas acheté d'ordinateur. Donc, je me suis acheté un camion, puis j'allais chez les gens, puis je remontrais l'ordinateur, puis je les vendais comme ça. Puis j'ai quand même eu beaucoup de succès. Je me rappelle, une semaine, j'en ai vendu une dizaine d'ordinateurs. Donc, ça a quand même bien marché. Mais après ça, ça a évolué tellement vite. Il y a eu beaucoup de magasins d'informatique qui sont arrivés. Puis la marge était tellement petite que j'ai décidé de move on. Moi, je suis un gars, peut-être c'est quelque chose qui peut être relevant. J'ai un problème à l'apprentissage dans les cours. J'ai de la misère à suivre. Donc, pour apprendre la programmation, j'ai développé mes propres jeux. Fait que j'ai développé un jeu qui s'appelle Double Blocks, qui est un jeu de Tetris, mais qui jouait par téléphone, par modem. Fait que c'était une copie, on s'entend. Mais la différence, c'est que tu étais capable de jouer avec ton ami. Tu pouvais te connecter à un modem et tu pouvais jouer avec ton ami par téléphone. Puis je l'ai uploadé sur des BBS. Puis là, ils ont commencé à le vendre dans les magasins. Mais dans le temps, j'ai pas fait d'argent avec ça parce que c'était des shareware qui appelaient. Fait qu'ils faisaient une disquette. Ils le vendaient dans les magasins. À Montréal, il y en avait des tonnes. Là, Puis l'idée, c'était que les gens jouaient au jeu, puis ils pouvaient m'envoyer de l'argent par la poste. On s'entend que 90 % des gens, ou 99 % des gens ne m'envoyaient pas d'argent. Mais j'ai reçu quand même des piles de lettres. J'en ai encore, là, des lettres que le monde m'envoyait. Aujourd'hui, tu commandes ton affaire online, mais dans le temps, il fallait t'écrire une lettre, tu mettais un timbre, tu mettais un 5$, tu l'envoyais par la poste. Moi, je reçois la lettre, je faisais une disquette, puis je la renvoyais. Fait que, en tout cas, la technologie a évolué. Après ça, moi, j'ai lâché l'école, j'ai lâché la Polytechnique, parce que je trouvais que c'était trop, dans le temps, c'était trop hardware. Aujourd'hui, c'est très informatique. Puis, je suis rentré à l'UQAM comme étudiant libre. C'était la seule façon pour moi de rentrer comme étudiant. Puis le premier été, mon professeur, c'était Guillaume Cartier, qui est à gauche. Il m'a donné une job d'été dans la compagnie du monsieur à droite, Renaud Nadeau. Puis c'était une compagnie de programmation. Puis ils m'ont donné une job d'été. Puis là, ils m'ont donné un task pour tout l'été. Puis après une semaine, j'avais fait tout le task qu'il fallait que je fasse tout l'été.
Fait que là, ils avaient vraiment trouvé que j'étais un bon programmeur. Fait qu'ils m'ont donné une job à temps plein. Fait que je me suis retrouvé après ça. J'ai fait une demande à l'UQAM parce que le cours que j'avais fait, j'avais eu A+. Puis je me suis retrouvé à étudier 5 cours puis travailler 40 heures à temps plein. Fait que je n'allais pas vraiment à mes cours, là, mais ça montre que j'étais déterminé, là. Puis là, j'ai rencontré, c'est important, les gens avec qui on collabore dans la vie. J'ai rencontré Jean-François Darisso, avec lequel j'ai parti ma 2e compagnie. Puis aujourd'hui, il est chez Triotech. On a parti une compagnie qui s'appelle ACI. Puis avec la compagnie où j'étais étudiant programmeur, je trouvais que j'aimais pas trop ça, comment ça marchait. Fait que j'ai parti ma propre compagnie qui fait la même chose, mais selon moi mieux. Mais on était 2, puis on faisait des logiciels multimédia. Puis là, ça, c'était nos brochures. On avait mis une annonce, mais dans le temps, je n'avais aucune idée comment vendre. Je n'avais pas de vendeur. Ça, c'est une erreur majeure. On avait appelé la compagnie ACI juste pour être les premiers dans la liste, dans les pages jaunes. On avait mis une annonce des pages jaunes, puis on attendait que le téléphone sonne. C'était pas fort comme marketing, là. Mais on a eu quand même une couple de contrats comme ça. Puis la leçon numéro 2, c'est carpe diem, donc saisir le moment. Un des clients qui nous a appelés, c'est deux jeunes gars qui voulaient faire une machine d'arcade. Puis là, ils m'ont dit, ben là, êtes-vous capable de faire, votre compagnie, êtes-vous capable de faire le software pour la machine d'arcade? J'ai dit, ben oui, c'est sûr qu'on est capable de faire ça. Puis eux autres avaient évalué que ça allait prendre un mois et demi. Mais finalement, ça a pris 2 ans. Fait qu'ils ont running out of money. Puis moi, j'ai vu, là, quand je dis carpe diem, j'ai vu qu'il y avait quelque chose là. Les machines d'arcade, c'était déjà vieux dans le temps, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose au niveau du software, puis je trouvais qu'il y avait besoin de moi. Fait que je les ai comme obligés à partir avec moi. C'est compliqué, là, mais quand on a parti Triotech pour mettre en marché cette machine-là, mais quand on parle de Triotech, ben c'est ça, c'est les 3 associés. Moi, j'étais l'associé avec 2 frères. Donc, j'étais minoritaire dans la compagnie. On était 3 associés, puis rapidement, on a fait des machines d'arcade, on a été sur des magazines, on a été assez ambitieux, on a été dans des shows aux États-Unis. Puis on avait une petite usine. Vraiment, là, c'était une écurie, là. En tout cas, c'était un garage, là, pour être honnête, là. Puis on construisait les machines en fibre de verre. Mais déjà à l'époque, il y avait une caractéristique à la compagnie, c'est qu'on avait une machine, puis il y avait du software, puis il y avait du contenu. Fait que déjà, on se distinguait de beaucoup de compagnies qui faisaient juste des jeux. D'ailleurs, quand on est parti de ce garage-là, les propriétaires du garage, ils nous ont rappelé pour dire qu'ils étaient fâchés parce que les gars qui ont loué le garage après, ben, ils vendaient des chars volés puis ils les mettaient en pièces dans le garage. Fait qu'ils nous ont un peu regretté, là. Puis moi, dans la biographie, ça disait que j'étais le fondateur. Je suis cofondateur de la compagnie, mais je n'étais pas président à l'époque. J'étais simplement le gars de software. Mais j'avais une vision vraiment que la compagnie Triotech, c'est une compagnie de software puis de contenu. Puis j'ai vraiment poussé cette vision-là. Donc ça, c'est la machine, le Cyberpod. Puis on a trouvé un distributeur aux États-Unis en allant à un trade show. On n'avait pas d'argent. On est allé à Atlanta en voiture parce qu'on n'avait même pas d'argent pour prendre l'avion. On avait loué une chambre d'hôtel. Je me rappelle, on était 5 gars. Il y avait 2 gars par lit. Puis moi, je codais toute la nuit parce que le maudit software, il n'arrêtait pas de crasher. Fait que j'ai passé la nuit à arranger le software. Puis au show, quand le software crashait, ben là, on coupait le power, on rallumait, puis le software repartait. Mais on a réussi à pogner un distributeur américain à la fin, là, à 2 heures de la fin du show. Puis lui a vendu les machines. On s'est retrouvés à Las Vegas, puis il y a des places comme ça. Bon, les risques calculés. On a toujours été une compagnie qui se fait pas. Tu sais, quand ma vanne que j'avais achetée, puis je répondais au téléphone, puis je me faisais passer plus gros qu'on était, bien, dès le début des premières années, on avait un énorme boot, là, puis on avait une rangée de machines. Parce qu'on était en concurrence avec Sega, Namco, puis d'autres compagnies. Fait que nous, on s'est aperçu, bien écoute, tu n'as pas le choix d'avoir l'air plus gros que t'es. C'est juste une question d'impression. Les gens, ils pensent qu'on était gros parce qu'on avait un gros boot, ils ne nous connaissaient pas, mais les machines étaient là, puis ça marchait bien parce on a commencé à vendre beaucoup de machines. Puis c'est là qu'on a commencé à faire des partenariats au niveau du software. On n'avait pas à l'époque, moi j'étais programmeur, mais on n'avait pas de département de software. Donc on est allé acheter des logiciels en partenariat, puis j'ai travaillé entre autres en Suède. Puis c'est là que je me suis aperçu que c'est pas facile parce que les partenariats, souvent, ils parlent de synergie, mais quand tu es loin, tu as le décalage, c'est pas facile. Fait qu'on a vraiment poussé pour être... Ça, c'est notre usine qui fabriquait les machines. Fait qu'on a... je vous montre, ça, c'est une autre vidéo qui montre une de nos machines qui est assez innovatrice. Ça s'appelle le Stomper. C'est un système de projection interactif dans le plancher. On avait un pattern pour enlever l'ombre, ça projetait 2 fois la même image. Ça fait que ça cancelle la moitié de l'ombre. Bon, on a eu un certain succès avec cette machine-là. Mais en 2004, on a parti notre propre studio. C'est là que, bon, des trucs, là, mais des choses peut-être qu'il ne faut pas faire, mais
moi, j'étais vraiment pas d'accord avec mes associés qui ne voulaient pas qu'on fasse de contenu. Fait que j'ai comme commencé à développer du contenu en cachette. Fait que, on développait nos machines, mais moi, en cachette, je développais du contenu parce que j'étais persuadé que c'est ça qu'il fallait faire. Ça a amené des chicanes dans la compagnie. Un des associés est parti. Finalement, l'autre associé, on l'a racheté. Donc, ça, c'est le studio qu'on a développé. Mais moi, je croyais vraiment que la clé de la compagnie Triotech, c'était le contenu, le software, le hardware, la réunion de tout ça ensemble. On a fait des trade shows partout dans le monde. Go big, comme je dis. En 2009, j'ai eu un nouveau partenaire, Jacques Drouin, qui est une personne qui a 30 ans de plus que moi. Puis il est rentré dans la compagnie, puis là, il m'a dit « Ernest, t'es un gars désorganisé. » En tout cas, un paquet d'insultes d'affaires. Je dis « Mais pourquoi vous associez avec moi? » Bien, il aimait ma vision. Il trouvait que j'avais beaucoup d'énergie, que j'avais une bonne vision, mais il s'est associé en autant que j'engage une équipe autour de moi. Fait que rapidement, on a construit une équipe. Fait qu'on a construit une équipe de VP, tous des gens meilleurs que moi, là. Des gens en marketing, comme Christian Martin qui est ici, des gens en vente, des gens au niveau de l'ingénierie. Ça a été une des clés de notre succès. C'est que moi, je me suis départi, même si je suis le CEO, le fondateur puis le président, je me concentre seulement sur quoi que je suis bon, qui est la vision de la compagnie. C'est ce que je fais. Donc, une équipe complémentaire. Maintenant, on a une équipe qui vraiment couvre tous les... On voit Gabi, qui a 15 ans d'expérience dans le domaine des ventes. Puis on fait des trade shows avec cette équipe-là. Bon, le Blue Ocean, ça, c'est important. C'est un livre que mon associé m'a dit, là, tu vas lire ce livre-là là, avant que je m'associe avec toi. L'histoire du Blue Ocean, c'est un livre que vous pourrez acheter. C'est un vieux livre, là, mais c'est Blue Ocean versus Red Ocean. Red Ocean, c'est d'aller faire ce que tout le monde fait. Je veux faire des jeux sur iPhone. Je veux faire des jeux sur PlayStation. Il y a comme 500 personnes qui en font. C'est correct, mais tu te bats dans le Red Ocean. Il y a du sang, ça se bat gauche à droite. Blue Ocean, c'est un peu ce que le Cirque du Soleil, qui est un exemple de Blue Ocean, c'est d'aller faire un cirque sans animaux, différent, puis d'être seul dans son domaine. Mais nous, on est assez seuls dans notre domaine. On amène des projections, on amène de l'interactivité dans les parcs d'attractions. Regardez à la ronde, il n'y a aucune ride de type Triotech. À Canada Wonderland, il y en a une. Mais on est en train d'amener ce type de ride-là, puis on n'a pas beaucoup de concurrents. Donc, le Blue Ocean, c'est de choisir un marché où tu es seul, où tu as un produit unique. C'est beaucoup plus facile de percer dans une affaire où tu n'as pas à te battre contre des gens qui sont déjà établis. Ça, c'est une notion que j'ai trouvée importante. L'autre chose, c'est de développer une stratégie au niveau... On a commencé dans le coin-up, les machines à droite, puis tranquillement, on a switché notre stratégie dans les attractions. La différence, on la voit à l'écran. C'est qu'au lieu d'avoir 2 personnes qui peuvent jouer, bien, il y a 16 personnes. Mais quand tu as 16 personnes, ça fait 8 fois plus de revenus. Fait que l'attraction à droite, on la vendait 20 000 25 000 L'attraction à gauche, on la vend 300 000 350 000 Fait que rapidement, on peut scaler up. Le même vendeur qui rencontre un client pour vendre l'attraction à droite, il passe 2 heures avec, mais il passe 2 heures pour vendre l'attraction à gauche. Mais il va faire une vente de 350 000 au lieu de 25 000. Fait que c'est beaucoup plus scalable, ça avance beaucoup plus vite comme ça. Donc, on a déployé 80 de nos énergies des attractions de ce type-là. L'interactivité, qui n'était pas présente dans les parcs d'attractions, on l'a amené. Ça a été vraiment un de nos succès. Puis connaître son marché. Moi, je voyage tout le temps. J'étais à Londres là, avant-hier. Je m'en vais. J'étais à Hong Kong, ça fait 1 mois. Je voyage 6 mois par année. Je suis super élite sur Air Canada depuis 10 ans. Là, ils m'ont donné mon Million Miler. Ça, c'est une vieille map qui date de 7-8 ans. Je passe mon temps à aller voir c'est quoi les nouveaux parcs d'attractions à Dubaï, partout dans le monde, dès qu'il y a une ouverture à Orlando. Je me suis même acheté une maison en Floride, comme ça je suis plus près des parcs d'Orlando. Puis c'est important de connaître qu'est-ce qui marche pas pour innover rapidement. Fait que, ça, c'est un point important. Mais bon, si vous êtes dans le domaine de l'Internet ou des apps, ben là, c'est important d'aller voir ce que les concurrents font. Vous n'êtes pas obligé de voyager. On a une stratégie chinoise. On a à peu près 1/3 de nos ventes sont en Chine. En Chine, en ce moment, il y a 39 projets de parcs d'attractions majeurs, alors que dans le reste du monde, il y en a une dizaine seulement. C'est important d'être allé dans ce marché-là, d'avoir trouvé. On a un bureau à Beijing, on a des employés chinois, mais on fait l'inverse de ce que tout le monde fait. Au lieu de fabriquer en Chine, de venir vendre ici, nous, on vend en Chine, puis on fabrique au Canada, puis on ship en Chine. On a fait beaucoup de trade shows chinois, puis on a une équipe chinoise. Parce qu'en Chine, ils veulent acheter à des Chinois. C'est comme quand une compagnie chinoise vend ici, mais ils vont engager des vendeurs d'ici pour que les gens comprennent le produit. Fait que ça, on l'a fait pas mal avant tout le monde. On était des premiers qui étaient des shows chinois. Moi, je pensais en arrivant à ces shows-là, je me dis, on va parler anglais. Et personne ne parlait anglais. C'était un fiasco. Il a fallu qu'on engage un interprète là, à 1 heure d'avis. Puis là, on a trouvé un représentant qui nous a représentés par la suite. Fait qu'encore une fois, tantôt, je parlais de vendre des systèmes à 2 sièges.
Après ça, on a vendu des systèmes à 8 sièges. Bien là, en Chine, en bas de 80 sièges, là, il y en a beaucoup de Chinois. Là. Fait qu'on a besoin de vendre des gros systèmes. Fait que les autres sont comme, non, ton système à 12 sièges, là, j'en veux 80. Puis des systèmes à 80, j'en ai vendu. C'est des systèmes, on parle de 3 millions de dollars pour un système comme ça. Là. Fait que ça commence à aller vite là, quand tu fais une vente à 3 millions de dollars, puis avec le contenu, puis avec tout ce qui est attaché. Puis étrangement, les Chinois, ils aiment beaucoup les produits. Un Chinois, ce qu'il veut quand il y a de l'argent, c'est s'acheter une Audi, une BMW. Bien, dans notre domaine, les parcs numéro 1 en Chine, ils vont pas acheter des produits chinois, ils vont acheter des produits américains ou européens parce qu'ils veulent la qualité. Puis on vend la qualité. Fait que ça, c'est toutes les villes qu'on est en Chine. On est à Hainan, on est à Macao, Guangzhou, on est à Suzhou, Shanghai, Changzhou, on est à Beijing, on est dans le nord de la Chine, on est partout en Chine. Contrôler ton produit. Donc, Jeff Darisso, que je vous ai présenté tantôt, qui était mon associé dans la deuxième compagnie, finalement, il n'a pas embarqué avec moi dans Triotech parce qu'il s'est marié et il a eu des enfants. Puis le salaire au début dans Triotech, c'était $0 pour la première année. Donc, il n'a pas pu embarquer, mais je suis allé le rechercher parce que c'est un gars que j'ai beaucoup d'affinités avec. Puis maintenant, il est en charge de développer tous nos produits. Regardez en arrière, c'est un véhicule qu'on est en train de développer. Donc, le futur de Triotech, c'est d'être en avance 2 ou 3 ans sur tout le monde. Donc, on investit littéralement des millions de dollars, puis on travaille avec des compagnies de Montréal, dont certains qui sont dans la salle aujourd'hui, pour amener les produits futurs dans notre industrie. L'interactivité, c'est le principal apport de Triotech dans l'industrie. Le Maestro, qu'on a appelé Hand Gesture, c'est une reconnaissance du mouvement des mains. Puis, on a intégré 3 choses. Le hardware, donc le matériel, le software, puis le contenu. Ce triangle-là, c'est la force de Triotech. Bon, le futur de Triotech, on est des disruptors en anglais. Autrement dit, on n'est pas encore une énorme compagnie dans les parcs d'attractions, mais ce qu'on amène, c'est les produits les plus avancés. On est en train de changer les modèles. Les parcs... J'étais en Angleterre, j'étais en Europe. Les parcs sont en train de dire je veux avoir des attractions de type Triotech. Par exemple, à Knott's Berry Farm, qui est un parc qui est à 20 km de Walt Disney, notre attraction, qui s'appelle Voyage to the Iron Reef, est la première attraction de type média. Parce qu'ils ont besoin de compétitionner contre Disney, il a fallu qu'ils mettent le paquet. Oui, c'était un grand honneur pour nous. On a un des ingénieurs qui a travaillé avec Walt Disney, qui est un monsieur de 84 ans. Il est venu, j'ai eu un lunch avec à 11 h, il a bu un martini à 11 h du matin, c'est un peu tôt, là, mais bon, à son âge, il fait ce qu'il veut. Puis il me parlait de Walt Disney, puis il dit, écoute, l'attraction que vous avez créée, c'est la meilleure attraction interactive que j'ai jamais vue. Puis ça, c'est un ingénieur qui a travaillé sur les premiers monorails et les premiers Dark Ride avec Walt Disney. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est d'être tout le temps en avant des autres. Le Walking Dead que je vous ai montré à Vegas, ça, c'est moi avec le maire de Las Vegas, avec les acteurs de la série Walking Dead. Donc, c'est important d'aller chercher. Souvent, au Québec, il y a des compagnies qui font du développement étranger ici. Mais nous, ce qu'on essaie humblement chez Triotech, c'est d'aller voir des studios américains, d'acquérir leur licence. C'est nous qui avons payé les licences, puis on a développé l'attraction Walking Dead, puis on la run à Las Vegas. Nos attractions, comme je disais, sont media-based, donc peuvent tout le temps évoluer. Le contenu change à chaque saison. Ça, c'est le futur. Le contenu se renouvelle. De plus en plus, les cycles vont être courts. Si vous ouvrez une montagne russe, exemple, dans un parc comme la Ronde, les gens vont venir la première saison. Mais la deuxième saison, ils vont dire, je l'ai déjà essayé l'an passé. C'est pour ça que je présume que la plupart ici, je ne suis pas sûr que vous allez à la Ronde à chaque année. Par contre, les gens rêvent d'aller à Walt Disney ou d'aller à Universal parce qu'il y a tout le temps des nouvelles choses. Il y a Harry Potter, il y a toutes sortes de nouvelles attractions. Fait que c'est important. C'est quelque chose qui a beaucoup changé dans les 10 dernières années. Les gens sont impatients, tout évolue rapidement. Puis tout ce qui est hot une année est rendu vieux l'année d'après. Fait qu'il faut tout le temps constamment se renouveler. Puis de licencer des IP, là, donc des propriétés intellectuelles de marques réputées, comme on a fait avec Ghostbusters, avec Walking Dead et avec d'autres. Ce qu'on a fait chez Triotech, c'est on a pris des attractions interactives qui coûtent chez Universal 100 millions de dollars comme Spider-Man, Harry Potter 200 millions de dollars. Puis on a créé des attractions avec des nouvelles technologies qui livrent essentiellement 85 à 90 de l'expérience pour 10 millions de dollars. Ce que ça fait, c'est que des parcs comme Legoland ou Canada Wonderland peuvent se payer une attraction. Puis moi, je vous mettrai au défi, vous essayez une attraction Triotech comme Ninjago, puis d'essayer une attraction Disney. C'est sûr que Disney, ils ont mis 10 fois le budget, mais ce n'est pas 10 fois la qualité. Fait qu'on amène un nouveau paradigme. On permet, comme les gens à l'époque, il y avait des ordinateurs, puis tu n'étais pas capable d'en avoir chez vous, mais maintenant, les parcs sont capables de s'acheter des attractions qu'avant, seulement Disney pouvait se permettre. Donc, c'est un changement de paradigme qui amènera la prochaine génération de manèges dans les parcs locaux. C'est quoi le futur? Pour Triotech, on veut amener des attractions de type Triotech
365 jours par année dans une ville comme Montréal, dans des parcs intérieurs, 60 000 pieds carrés, où on va renouveler nos attractions pour que les gens, au lieu d'aller à Disney, vont être capables de le faire dans une ville comme Montréal, Toronto, Chicago. Fait qu'on est en train de travailler sur ce type de building avec des attractions de prochaine génération. Puis on va avoir besoin de d'autres compagnies qui sont à Montréal qui créent des attractions. Puis nous, on va être l'instigateur de tout ça. Puis après ça, on va exporter ces centres-là, des pays comme à Dubaï, en Chine, aux États-Unis, en Europe. Puis on va aider les compagnies montréalaises dans ce domaine-là à s'exporter. Là, je pense que c'est une vidéo. Ça, c'est le lancement de Walking Dead. C'est le dernier vidéo. What a great night this one is, huh? En fait, à Las Vegas. We're here, The Walking Dead Survival. Another great thing happened in downtown Las Vegas. Get and shoot some zombies and have a good experience. This is the launch of Fear the Walking Dead Survival, an attraction developed by us, TriAttack from Canada, in partnership with Fremont Street Experience. This is really the biggest thing that we've ever done. This is going to be for a really cool, super scary Fear the Walking Dead Survival. This thing is unbelievable. Look at the zombies. They're right behind us. They're totally going to get us, and I'm super excited. Check this. La vidéo arrêtée. C'est une attraction qui est 10 000 pieds carrés. Tu rentres dans le monde de Walking Dead, tu as le décor de la série, tu rentres dans l'école, puis il y a des acteurs, il y a des zombies qui arrivent, qui t'attaquent. Puis à la fin, tu es dans un véhicule, tu essaies de t'échapper, puis on te donne un gun, puis les zombies attaquent le véhicule, puis là, tu te défends. Donc, c'est une attraction qui est unique au monde. C'est les acteurs de la série. Bon, je vais avancer un peu rapidement, mais on voyait l'idée. En 2016, on parlait du futur. TriAttack a fait un partenariat maintenant avec le Fonds de solidarité, qui a des représentants ici, je crois. On les salue. Et la Caisse de dépôt. Il y a eu 80 millions de dollars qui ont été investis dans TriAttack. Ça nous permet d'assurer un futur vraiment au niveau de nos investissements pour les produits futurs. Puis on est vraiment content. Puis moi, j'ai engagé toute une équipe encore. On a renouvelé l'équipe. Comme je vous ai dit, je me suis concentré comme CEO, créateur de la compagnie, à développer les nouvelles attractions, à vendre ces attractions-là. Puis j'ai engagé Charles Descaries, qui était CEO du Cirque du Soleil. Donc, il était le numéro 2 au Cirque du Soleil, puis il avait 4000 employés. Maintenant, il est chez TriAttack. Puis on pense, certains disent que TriAttack, c'est le prochain Cirque du Soleil. Parce qu'on est 99 % en dehors du Canada, puis on exporte un produit que peut-être un jour 100 millions de personnes vont être capables de voir à chaque année. Donc, c'est ça le futur. Moi, il y a l'implication communautaire. Là, je vais bypasser. On a une vidéo où on montre ce qu'on fait avec les jeunes, les enfants handicapés, où ce que toute la compagnie vient pour renouveler le camp Papillon. C'est une annonce du fond. Désolé, je la bypasse. Juste parler de mon implication dans les startups. Depuis 2 ans maintenant, j'essaie d'aider les startups. J'ai investi dans plusieurs startups. Puis j'essaie d'être un mentor dans certaines compagnies pour la relève. Spoken Adventure, c'est Eric qui est au milieu à gauche. C'est un de mon creative director. Moi, ce que j'ai fait, j'étais dans une compagnie de multimédia, puis j'ai parti ma propre compagnie. Fait quand Eric a dit, écoute, ça fait 7 ans que je suis chez TriAttack, je veux partir ma compagnie, ça aurait été un peu hypocrite de ma part de dire, écoute, Eric, salut, puis je ne veux pas te parler, puis je suis fâché parce que tu t'en vas. J'ai investi dans sa compagnie, puis je l'aide maintenant, puis il y a une petite équipe. Puis j'essaie de l'aider avec ce que moi j'ai appris en tant qu'entrepreneur. Puis vous irez voir Spoken Adventure, c'est une petite app sur iPhone qui n'a aucun graphique, qui est vraiment intéressant. C'est une interaction vocale dans une histoire inventée, là. Donc, Perio, je suis un investisseur dans Perio, qui est une compagnie de communication avec Vincent Drouin, qui est mon CEO, qui est mon partenaire. Compagnie de communication encryptée. BuzzBot, je suis un investisseur dans BuzzBot, que vous connaissez peut-être à Montréal. Je suis un investisseur dans des fonds de capital de risque. Je suis vraiment un fervent croyant des fonds de capital de risque comme Real Venture. J'ai investi plusieurs dollars là-dedans. Panache, qui est un nouveau fonds, c'est les ex de 500. Mike Sejelski. Puis j'ai des exemples de compagnies que j'ai parlé l'autre jour à l'événement. Je ne me rappelle pas le nom. YPC, je ne suis pas encore investisseur, mais je regarde. C'est des idées. Là. À Montréal, il y a des bonnes idées. C'est faire de la cuisson avec des robots dans les restaurants pour remplacer tout ce qui est simple, là, tout ce qui est plate, là, comme les gens qui font juste couper les choses ou whatever. Faire ça robotiquement, puis faire des kiosques robotiques. Puis créer, dans le fond, une partie de la restauration avec des robots. Puis c'est la compagnie YPC, Gunnar, qui est le CEO. Je regarde d'investir dans cette compagnie-là. Aperium, qui sont ici, les gens d'Aperium? Oui! Aperium, c'est une compagnie qu'on est en train de potentiellement de travailler avec eux. Ils ont développé un tapis qui est vraiment malade où tu sais, quand tu mets un VR, tu es sur place, tu n'as pas l'impression de te déplacer. Mais avec leur tapis, tu peux marcher. Tu as l'impression vraiment de marcher dans le monde. Là tu avances, tu es comme les zombies, ils sortent de gauche à droite.
Ça, c'est des jeunes, je pense, de Polytechnique, c'est ça? Puis, évidemment, nous, on a 8 vendeurs partout sur la planète. On a une reconnaissance, on a un gros marché. Fait qu'on regarde pour voir si on peut travailler avec eux pour amener ça partout dans le monde. Là, ils prennent une photo, prends la photo d'appareil. Parfait. Fait que c'est ça. Fait que c'est un exemple d'implication que Triotech puis moi, en tant qu'entrepreneur, on peut avoir. Donc, c'est ça. Donc, je suis Ernest Hill, président, fondateur de Triotech. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vais être ici à l'extérieur, là, puis vous pouvez venir me poser des questions.